La période 1840-1896 est marquée par de nombreuses difficultés pour les Premières Nations. Alors que la population autochtone diminue à cause d'un fort taux de mortalité, celle des Canadiens français et des Canadiens d'origine britannique augmente rapidement. De nouvelles régions de colonisation sont ouvertes, ce qui empiète sur le territoire des Premières Nations. De plus, l'essor de l'industrie forestière met en péril leurs activités traditionnelles de chasse et de pêche, ce qui s'ajoute à la perte de revenus occasionnée par le déclin du commerce des fourrures, ainsi que la perte de leur influence militaire. C'est dans ce contexte que des Autochtones signent des pétitions dans les années 1830 afin de réclamer qu'on leur réserve des terres où la colonisation serait interdite. En 1842, une commission d'enquête, la Commission Bagot, est mise sur pied par les autorités coloniales. Celle-ci dépose 2 ans plus tard un rapport encore aujourd'hui considéré comme dévastateur par les Premières Nations. Celui-ci présente l'assimilation des Autochtones comme la solution à leurs problèmes. Selon ce rapport, qui exprime le point de vue des Blancs de cette époque, l'amélioration des conditions de vie des Autochtones passe notamment par la mise en place d'écoles où ils seraient éduqués comme les Blancs, mais aussi par leur sédentarisation. Pour y arriver, les Premières Nations doivent abandonner leur mode de vie traditionnel, qui est basé sur la chasse et la pêche, pour se tourner vers l'agriculture. C'est la raison pour laquelle le rapport recommande que des réserves leur soient octroyées. En 1851, le gouvernement LaFontaine-Baldwin fait suite au rapport et met en place les premières réserves indiennes de la province du Canada. En plus des 7 villages domiciliés déjà existants dans la province du Canada, d'autres terres sont réservées à l'usage exclusif des Premières Nations en 1853 et sont administrées par le gouvernement. Ce sont les communautés religieuses, qu'elles soient catholiques ou protestantes, qui reçoivent le mandat d'encadrer les Autochtones. Celles-ci tentent de les évangéliser dans le but avoué de les assimiler, ou de les civiliser, comme on le disait à l'époque. Ces communautés religieuses sont présentes dans les réserves, mais d'autres, comme les Oblats, implantent aussi des missions chez certaines communautés autochtones dans des régions comme le Saguenay, la Côte-Nord et le Témiscamingue. Cette volonté d'assimiler les Premières Nations n'a jamais été aussi clairement établie qu'en 1876, alors qu'est adoptée la Loi sur les Indiens. Cette loi regroupe plusieurs dispositions déjà existantes et tend vers le même objectif, c'est-à-dire assimiler les Autochtones. La loi sur les Indiens attribue un statut spécial aux hommes qui sont considérés comme appartenant à une bande. Il s'agit du statut d'Indien. On attribue aussi aux femmes autochtones ce statut. Cependant, elles le perdent si elles marient un non-autochtone. La loi sur les Indiens précise par ailleurs plusieurs aspects de la vie dans les réserves. Par exemple, elle donne des pouvoirs importants aux agents des affaires indiennes et interdit certaines cérémonies traditionnelles. Par contre, on retient la loi surtout pour le fait qu'elle précise que les populations des Premières Nations sont sous la protection du gouvernement fédéral, qui est en quelque sorte leur tuteur, et que les populations autochtones sont considérées comme mineures au sens de la loi. Par exemple, elles ne peuvent voter et leurs biens sont insaisissables. Cette dernière disposition fait que souvent les banques refusent de leur accorder des prêts. Bien qu'elle ait été amendée plusieurs fois depuis 1876, la loi sur les Indiens est toujours en vigueur, malgré le fait qu'elle soit considérée comme paternaliste et discriminatoire.